Aujourd'hui, je vais vous parler d'une région les plus importantes pour l'histoire de l'humanité qui a vu naître il y a 10 000 ans l'agriculture et il y a 5 000 ans l'écriture cunéiforme. J'ai nommé la Mésopotamie. Et ce territoire fertile va voir naître en son sein différentes grandes capitales entre le Tigre et l'Euphrate qui vont regrouper les savoirs, les différentes prouesses architecturales et évidemment tout ce qui sera lié à la technique et aux arts. La localisation de ces différentes grandes villes seront évidemment totalement dépendantes de Tigre et de l'Euphrate qui sont les deux fleuves nourriciers permettant en fin de compte de pouvoir cultiver et de pouvoir prospérer. Mais nous allons nous attarder sur une ville en particulier qui va voir naître grâce à différentes interventions des merveilles de l'architecture et évidemment l'un des plus grands mythes que les paysagistes, les jardiniers, les botanistes, les archéologues et tous les scientifiques du monde ont évidemment en merveille, tout simplement les jardins suspendus, et cette ville n'est autre que Babylone. Babylone se situe dans la région basse de la Mésopotamie, c'est-à-dire celle qui est la plus au sud, avec bien sûr différentes autres grandes villes alentours qui vont voir petit à petit son essor commercial, politique et religieux émerger grâce notamment à sa situation géographique. Babylone va devoir faire ses preuves et ce n'est qu'à peu près aux alentours de -2000 à -1000 avant Jésus-Christ que la ville va vraiment pouvoir prospérer et distancer économiquement les autres villes alentours. Ce n'est que vers -600 avant Jésus-Christ que Babylone va véritablement prendre son essor économique et être à la pointe de l'ensemble de la Mésopotamie du sud. C'est en effet à ce moment-là que nous allons avoir le règne de Nabuchodonosor II, qui lui va avoir une politique de rénovation au niveau des enceintes, des murailles de la ville, des différents temples, mais aussi une politique de construction intensive avec la construction de différentes ziggourats, les aménagements de la ville, qu'elles soient basses ou hautes, la création de son palais, la création de temples. Nabuchodonosor II va en fin de compte réaffirmer le pouvoir politique de la ville de Babylone par notamment des créations architecturales absolument somptueuses. On peut citer facilement les portes de Ishtar qui sont l'une des merveilles que Babylone va pouvoir présenter, mais aussi différentes autres interventions comme les interventions au niveau du domaine agricole qui vont permettre là aussi à Babylone d'asseoir son pouvoir économique sur l'ensemble de la région. Nabuchodonosor, qui va régner de -605 à -662 sur la ville de Babylone, va avoir en effet une politique permettant à cette ville d'avoir un essor économique florissant. Il peut évidemment compter sur sa situation géographique assez exceptionnelle qui permet en fin de compte d'être un carrefour sur ce monde antique entre différentes civilisations voisines. La ville de Babylone, grâce à son commerce, mais aussi son agriculture florissante, va avoir une influence extrêmement importante sur le monde antique. Et ça, Nabuchodonosor le sait parfaitement. Il va pouvoir en jouer et ainsi financer les différents travaux qu'il a au sein même de la ville de Babylone. Si l'on étudie un petit peu l'agriculture babylonienne, on se rend évidemment compte que c'est l'une des agricultures les plus productives de la région et du monde antique. Nous sommes ici en fin de compte avec des rendements extrêmement forts pour un paysage excessivement aride. Nous sommes dans l'une des régions les plus chaudes du monde et surtout
Nous avons un désert tout autour de Babylone, où aucune culture n'est possible. Donc les seules terres irriguées et cultivables sont au maximum de leur production et vont pouvoir produire énormément de rendement pour la ville de Babylone. Comment ont-ils réussi à avoir l'une des productions les plus importantes du monde antique? C'est simple, la gestion des canaux et de l'eau y est excessivement rationalisée. Nous sommes sur un milieu qui est véritablement géré par différents canaux avec des ouvertures et des fermetures, des zones inondées et des zones plus ou moins sèches et une gestion absolument géométrique et excessivement bien pensée de l'espace. En effet, il va y avoir une sorte de hiérarchisation des différentes plantes suivant leur utilité et évidemment suivant l'abondance en eau. Ainsi, par exemple, les vergers et les potagers étaient beaucoup plus près des rives de l'Euphrate que ne l'était par exemple la culture de l'orge, qui était beaucoup plus à l'intérieur des terres et gérée par des grands canaux. Pourquoi de l'orge? Parce que c'est l'une des céréales qui va demander le moins d'eau pour pouvoir fructifier et ainsi produire des grains et être récoltée. Beaucoup moins qu'une culture de blé ou pire de maïs. Mais ça, le maïs, ils ne le connaissaient pas. Autre chose, nous avons une gestion des marécages. En effet, il y a des zones en fin de compte qui vont être mises au repos et gérées par une rotation des cultures. Ainsi, certains marécages vont être directement inondés lorsque l'on n'en a plus besoin pour permettre d'avoir des zones de chasse, mais aussi des zones de pâture pour les différents moutons qui pouvaient fournir de la viande aux différents habitants. Le roi de Babylone lui-même avait compris toute l'importance des canaux, qui est la gestion de l'eau la plus rationnelle qu'on connaisse au niveau du monde antique et qui a permis en fin de compte à cette région du monde d'inventer l'agriculture et de prospérer grâce notamment à la culture de céréales. Donc la gestion des canaux est une chose absolument merveilleuse et l'on va avoir différents systèmes pour permettre de rationaliser les différentes parcelles au niveau de la quantité d'eau, mais aussi des éléments techniques permettant de lever l'eau du niveau du fleuve jusqu'au niveau des cultures qui sont beaucoup plus hautes. Ainsi, le monde agricole va voir naître deux systèmes totalement ingénieux pour permettre de soulever de l'eau d'un point à un autre et ainsi irriguer l'ensemble des parcelles de culture. Nous avons un premier système qui est le système des chadoufs, qui n'est autre qu'un levier à bascule qui permettait en fait de prendre de l'eau dans un puits, de la lever et de la mettre directement ensuite dans les différents canaux permettant d'irriguer les différentes parcelles de culture de céréales. Et le deuxième système qui nous intéresse n'est autre que la noria. La noria, elle, est directement installée sur les rives de l'Euphrate, est une sorte de grande roue avec différents godets sur les pales et qui va ainsi puiser l'eau pour la déverser dans un collecteur qui lui va répartir l'eau là aussi grâce aux différents canaux. Vous l'aurez compris, l'une des techniques les plus importantes à ce niveau-là n'est autre que celle des canaux qui va directement être le transporteur de l'eau à travers les différentes parcelles. Et cette gestion de l'eau reflète aussi une véritable hiérarchie au sein même de la population. Nous sommes sur un paysage que l'on considère comme étant un paysage social. Il faut en effet une coopération totale de l'ensemble des différents habitants pour permettre en fin de compte à ce système de fonctionner. Vous comprenez bien que la gestion de l'eau est une chose qu'il faut rationaliser. Un peuple totalement solidaire qui en fin de compte va avoir des règles extrêmement strictes pour permettre à chaque propriétaire de pouvoir irriguer son sol sans avoir en fin de compte plus d'eau qu'un autre et ainsi de suite. C'est un système qui se doit être équitable et particulièrement fonctionnel. À cela, nous devons aussi prendre en compte différents autres inconvénients au niveau de ces cultures et qui vont devoir être solutionnés un à un par les différents techniciens de Babylone. Nous avons la salinisation du sol, c'est-à-dire l'excès de sel qui peut avoir des conséquences très néfastes au niveau des cultures, mais aussi les différentes périodes de décrue
au niveau de l'Euphrate, avec des systèmes là aussi qui vont devoir pomper plus d'eau, les différentes attaques de ravageurs comme les criquets qui vont évidemment s'attaquer aux cultures d'orge et l'érosion du sol qui ne sera solutionnée que par un entretien des différentes parcelles particulièrement strict. Et c'est dans ce contexte que vont naître directement les jardins de Babylone, ces fameux jardins suspendus qui sont là aussi les fers de lance de cette nouvelle politique architecturale qui illustre l'essor économique et cette agriculture particulièrement productive. Et ainsi, ces jardins de Babylone vont absolument émerveiller tout le monde antique. Et lorsque l'on pense évidemment aux jardins de Babylone, on s'imagine des merveilles de botanique, différents types d'arbres, différents types de fleurs, poussant à l'intérieur même de différents jardins qui sont évidemment irrigués de façon extraordinaire. Nous sommes un peu sur une imagerie du paradis sur terre tout simplement. N'oublions pas que c'est l'une des 7 merveilles du monde et qu'elle va illustrer parfaitement l'essor économique, la puissance de Babylone, mais aussi les différentes prouesses architecturales et techniques qui ont pu être développées par cette civilisation. Et nous sommes devant en fin de compte un dilemme face à ces différents jardins suspendus. Nous n'avons des preuves de leur existence que grâce à des récits des Grecs anciens et des Romains qui sont là directement pour nous donner des détails techniques mais aussi des récits fantastiques. Je vous en donne quelques-uns qui vont vous permettre de comprendre qu'en effet, d'une part au niveau de la technique mais aussi au niveau de l'imaginaire par rapport à ces différents jardins, nous sommes sur des choses particulièrement fantastiques qui vont en effet émerveiller le monde antique à travers les différents millénaires. Et l'un des récits les plus complets n'est autre que celui de Diodore de Sicile qui nous fait ainsi la description des jardins de Babylone. Il y avait dans la citadelle le jardin suspendu, ouvrage non pas de Sémiramis, mais d'un roi syrien postérieur à celle-ci. Ce jardin de forme carrée avait de chaque côté 4 plêtres. Un plêtre représente à peu près 30 mètres de long, donc on est de l'ordre de 120 mètres de long. On y montait par des degrés sur des terrasses posées les unes aux autres, en sorte que tout présentait l'aspect d'un amphithéâtre. Les terrasses ou plateformes étaient soutenues par des colonnes qui, s'élevant graduellement de distance en distance, supportaient tous les pieds des plantations. Et là, quand j'entends directement ce récit, mon cœur de technicien n'a qu'une envie, c'est de donner différentes visions par rapport à ces différents jardins suspendus. On le sait, 2 choses sont particulièrement importantes quand on parle de jardins suspendus ou de jardins sur dalle. La première, évidemment, n'est autre que l'étanchéité de ces jardins. Il ne faut évidemment pas que l'eau puisse s'infiltrer dans les couches successives, sinon c'est tout simplement l'ensemble de l'ouvrage qui s'effondre. Les piliers ne supportent évidemment pas l'eau et l'érosion fait exploser directement les différentes briques qui étaient là aussi employées au niveau des piliers. Et la deuxième chose excessivement importante, lorsqu'il s'agit d'un jardin sur dalle, cela va être tout simplement la gestion de l'eau. Car en effet, nous sommes devant des êtres vivants. Un jardin est fait de végétaux et ceux-ci sont totalement dépendants de l'eau. Donc il faut pouvoir d'une part monter l'eau jusque sur ces jardins sur dalle, gérer à l'intérieur même des jardins sur dalle l'eau pour que chaque plante puisse boire suivant son métabolisme. Un arbre ne va pas avoir besoin de la même quantité d'eau qu'une petite fleur, tout simplement. Et ces 2 éléments sont indispensables pour un jardin sur dalle. On ne peut imaginer ces jardins que s'il y a ces 2 éléments techniques, l'étanchéité et la gestion de l'eau. Et si l'on continue directement la description de Diodore, il en parle et de façon particulièrement efficace, tant au niveau technique qu'au niveau pratique. Je vous laisse écouter la suite. Les plateformes des terrasses étaient composées de blocs de pierre dont la longueur, y compris les saillies, était de 16 pieds sur 4 de large. Ces blocs étaient recouverts d'une couche de roseaux mêlée de beaucoup de bitume. Sur cette couche reposait une double rangée de briques cuites cimentées avec du plâtre. Celles-ci, à leur tour, étaient recouvertes de lames de plomb.
afin d'empêcher l'eau de s'infiltrer à travers les attendrissements artificiels et de pénétrer dans les fondations. Sur cette couverture était répandue une masse de terre suffisante pour recevoir les racines des plus grands arbres. Ce sol artificiel était planté d'arbres de toute espèce, capables de charmer la vue par leur dimension et leur beauté. Vous allez me dire, mais pourquoi utiliser directement du bitume? Et j'imagine parfaitement les différents Babyloniens s'exerçant au niveau de la technique avec ce mêlé entre roseau sec et bitume, recouvrant l'ensemble de la surface de ce jardin de 120 mètres de côté et évidemment attendant que ce dernier sèche, formant ainsi une croûte imperméable à l'eau et ainsi garantissant l'étanchéité de l'ensemble du jardin. Pourquoi du bitume? On l'utilise notamment de nos jours sur les différents jardins sur dalles pour permettre une étanchéité parfaite de l'ensemble des surfaces. Et ça, les Babyloniens l'ont bien remarqué. Il faut dire aussi que c'est un matériau qui est facile à trouver à l'intérieur même de la Mésopotamie. N'oublions pas que nous sommes dans la future Irak, qui est tout simplement l'une des productions les plus importantes au niveau du bitume mondial. Ils n'ont qu'à recueillir directement au sein du désert ou dans des mares ce fameux bitume, l'étendre et le faire sécher sur les différents toits des jardins qu'ils voudraient ainsi créer. Nous avons toutes les conditions optimales pour permettre la création de ce jardin à cet endroit bien précis du monde. Les différents systèmes que j'ai pu vous montrer au niveau de l'élévation de l'eau dans le milieu agricole ne peuvent en aucun cas s'adapter sur ce fameux jardin suspendu, car en effet les surfaces et les hauteurs sont beaucoup plus hautes que celles de simples terrains surélevés par rapport à l'Euphrate. Diodore, là encore, va nous apporter une solution technique qui va révolutionner les mentalités que l'on pouvait avoir au niveau de l'importation de l'eau sur différentes hauteurs, mais ceci de façon continue. Une seule de ces colonnes était creuse depuis le sommet jusqu'à la base. Elle contenait des machines hydrauliques qui faisaient monter du fleuve une grande quantité d'eau sans que personne pût rien voir à l'intérieur. Vous l'aurez compris, grâce à la traduction et à l'interprétation des différents textes, on va comprendre que les Babyloniens avaient découvert bien avant Archimède cette fameuse vis sans fin, permettant ainsi à l'eau, prise depuis le fleuve, ainsi monter jusqu'au plus haut sommet du jardin suspendu. Et ce système a été inventé grâce notamment à différents prouesses techniques qui ont ainsi permis d'approvisionner ce jardin et de l'alimenter en eau durant toute la période de végétation. C'est un système technique qui va permettre d'alimenter le jardin constamment d'une eau fraîche et salvatrice pour l'ensemble de ces végétaux qui, là encore, sont totalement dépendants. Il faut savoir que lorsque l'on crée un jardin sur dalle, il y aura évidemment des conséquences assez importante. Nous sommes sur une gestion d'un être vivant à part entière et composé de différents individus. Ce jardin demande énormément d'eau. L'eau est excessivement importante pour les différents végétaux, encore plus lorsqu'il s'agit d'une région excessivement aride où le soleil peut être particulièrement meurtrier. Et ce n'est pas Quinte Curce qui me dira le contraire. L'émerveillement que va lui procurer les différents jardins de Babylone vont être retranscrits dans ses écrits lorsqu'il va accompagner Alexandre le Grand et qu'il va réaliser l'histoire même des différentes conquêtes d'Alexandre, puisqu'Alexandre le Grand va lui aussi directement prendre Babylone et constater par lui-même les différents jardins et les différents styles architecturaux laissés par Nabuchodonosor II. Écoutons ce que Quinte Curce a à nous dire par rapport au jardin de Babylone. Cette terrasse porte des arbres si vigoureux que leurs troncs ont 8 coudées de diamètre sur 50 de hauteur et qu'ils produisent autant de fruits que s'ils croissaient dans leur sol naturel. Et tandis que le temps use non seulement les œuvres de l'homme, mais à la longue la nature elle-même, cette terrasse, pressée par de si lourdes charges et par les racines de tant d'arbres, se conserve intacte. Elle est soutenue, il est vrai, par 20 larges pilastres,
distants de 11 pieds les uns des autres, de sorte que de loin on croirait voir des forêts sur la crête de leurs montagnes. Mais voilà l'une des tragédies des jardins suspendus de Babylone, nous n'avons aucune illustration ni même dessin de ces différents jardins, et pire encore, lors des différentes recherches archéologiques sur le site de Babylone, nous n'en avons eu aucune trace. Aujourd'hui, les archéologues et les historiens ne savent évidemment pas situer à l'intérieur même de Babylone où se situait cette merveille des merveilles. L'une des 7 merveilles du monde aujourd'hui ne peut pas être localisée, puisque nous n'avons ni trace au niveau des illustrations, ni même récit auprès des différents rois qui ont pu succéder à la gestion de cette ville. Ce qui vient évidemment remettre en question l'existence même de ces jardins par certains historiens qui viennent nous dire qu'ils n'ont jamais existé et que ceci n'est qu'un fantasme de différents auteurs ayant eu des récits par-ci par-là et ainsi compiler les différentes opinions qu'il pouvait y avoir. Mais on reste tout de même assez surpris de l'exactitude technique au niveau de la mise en place de ces différents jardins. Comment connaissait-il les différentes techniques d'étanchéité au niveau de ce jardin permettant en fin de compte d'isoler la terre des différentes briques de fondation? Comment connaissait-il là aussi les techniques d'ascension de l'eau grâce à une vis sans fin? On est devant une évidence technique qui là encore ne peut que conforter l'existence de jardins. N'oublions pas que d'après les récits, nous avons une donnée technique importante, c'est la dimension de ces jardins. Nous sommes sur un carré d'environ 120 mètres de côté. Si l'on se réfère au record du monde de Usain Bolt aux 100 mètres de 9,58 secondes, Usain aurait en fin de compte fait le tour du jardin en moins de 46 secondes. Ça vous permet de remettre un peu dans l'ordre d'idée les dimensions de ce jardin. Nous sommes sur une épingle au niveau de la superficie de Babylone, caché dans une énorme meule. Et il est évident que l'on a des grosses difficultés pour ainsi retrouver ce jardin. Les jardins sont des choses excessivement fragiles et qui ne perdurent évidemment pas dans le temps. Nous sommes sur des choses éphémères et qui n'auront évidemment pas la même stabilité que peut avoir l'architecture. Par exemple, on peut tout à fait trouver des fondations sans jamais trouver un seul végétal qui pouvait y être lié. Encore plus lorsqu'il s'agit de Babylone et de ce climat excessivement rude. Les végétaux doivent avoir un entretien et une surveillance totalement accrue, notamment au niveau de l'apport en eau. Nous sommes sur à peu près 300 tonnes d'eau par jour pour entretenir les arbres et les différentes plantations qu'il pouvait y avoir au sein du jardin de Babylone. Le moindre défaut d'entretien peut avoir des conséquences particulièrement catastrophiques et ruiner l'ensemble du jardin. Nous sommes en plein milieu désertique. Ne plus apporter d'eau par telle ou telle conséquence va directement avoir une influence catastrophique sur les arbres, mais aussi sur la végétation, qui vont totalement griller. Nous sommes en plein désert, sous un cagnard absolument monstrueux, et sans eau, ces plantes ne sont plus en mesure de pouvoir survivre. Les jardins de Babylone ont très certainement disparu d'eux-mêmes, sans laisser aucune trace. Ne cherchez pas des végétaux, ne cherchez pas de la terre, alors que nous sommes dans un milieu où, évidemment, la plus grande des richesses n'est autre que la terre employée pour ces jardins. Il est plus qu'évident que si ces jardins avaient dû disparaître, la terre aurait été réemployée dans l'agriculture, ou tout simplement ailleurs que dans de l'ornement, que sont tout simplement les jardins de Babylone. Le bois et les différentes essences, là aussi, ont pu être utilisés par la population, comme chauffage ou dans l'architecture. Donc, retrouver des traces d'un jardin me semble particulièrement difficile, surtout ici, et en sachant pertinemment que nous sommes sur de la gestion, là encore, d'êtres vivants. Les végétaux n'ont aucune pérennité dans le temps et peuvent tout à fait être réemployés dans d'autres systèmes, dans d'autres fonctions. Il faut le reconnaître, le jardin de Babylone est avant tout un ornement et la moindre crise va directement impliquer sa disparition. L'une des premières hypothèses pour savoir où se situaient les jardins de Babylone au sein de la ville serait tout simplement de nous dire qu'il s'agissait de ziggourats
aménagés sous forme de jardin. On peut le voir notamment, c'est l'hypothèse émise par les différents plans touristiques que l'on a sur la ville de Babylone, où l'on a près de la muraille directement cette ziggourate avec les différentes terrasses successives plantées d'arbres et d'arbustes. Une autre hypothèse particulièrement plausible serait de dire que ces jardins étaient évidemment près de la muraille de Babylone, celle la plus proche tout simplement de l'Euphrate, car en effet ces jardins devaient être particulièrement proches du fleuve pour ainsi être alimentés constamment en eau. Babylone reste de toute façon un jardin qui aura fait fantasmer l'ensemble des siècles, notamment en Europe. Citons l'une des représentations les plus connues du jardin de Babylone, qui n'est autre que celle de Martin van Heemskerck, qui nous représente en fin de compte des jardins particulièrement luxuriants et en effet posés sur différentes hauteurs. C'est ainsi qu'en 1726, Athanasius Kircher va nous représenter les jardins de Babylone sous forme du baroque tout simplement, avec différents escaliers et des jardins très géométriques sous forme d'escaliers, mais qui n'auront plus rien à voir avec l'imagerie qu'on peut se faire actuellement des jardins. On peut voir notamment qu'aucune strate arborée n'est présente et les arbustes sont excessivement ras, coupés au niveau du sol sous forme de jardins géométriques. De même, cette histoire des constructions de Babylone va évidemment là aussi particulièrement intéresser les techniciens et les architectes. Comment ont-ils pu réussir, grâce notamment à la construction avec des briques, à ainsi ériger des monuments aussi imposants que les ziggourats qui ont fait penser au mythe de la tour de Babel, mais aussi ces énormes murailles qui protégeaient l'ensemble de la ville. Jean-Baptiste Rondelet va produire différents ouvrages, notamment L'art de bâtir, qui va essayer de reprendre les différents thèmes, comment les Babyloniens arrivaient à cuire les différentes briques et quelles étaient les plus grandes voûtes et les plus grands systèmes de construction antiques qui ont permis d'ériger les architectures que l'on connaît au niveau de Babylone. Cette utilisation de la brique est aussi illustrée dans son ouvrage par différents croquis et différentes utilisations. C'est dans un souci de recherche au niveau des jardins suspendus de Babylone que Stéphanie Dallet, une archéologue diplômée de Oxford, va faire une découverte assez remarquable. Elle va trouver la preuve de ses théories sur les bas-reliefs du palais de Sénachérib, roi assyrien de la partie nord de la Mésopotamie, qui va en fin de compte lui donner les preuves que ce roi possédait notamment un jardin suspendu. On a en effet sur les bas-reliefs une illustration gravée directement sur la pierre. Ce qu'on remarque tout de suite, ce sont les canaux qui sont particulièrement bien dessinés et qui reflètent un système d'irrigation assez complexe. Ces canaux d'irrigation sont directement en lien avec le relief, ici en rouge, qui nous montre une colline particulièrement abrupte, sur laquelle est posé directement le palais de Sénachérib, ici en violet, avec notamment le roi trônant au milieu de ce dernier, avec une végétation assez luxuriante. On peut voir différentes strates, notamment des arbustes et des arbres, qui sont en fin de compte deux strates de hauteur différentes. Mais surtout, on voit l'élément le plus important de cette composition, qui n'est autre que des arches construites en briques, avec différentes voûtes, qui vont suspendre directement le jardin et ainsi le maintenir par des piliers. C'est la première représentation que l'on a du jardin suspendu de Ninive. Vous me direz quel est le rapport entre Ninive et le roi Sénachérib et Babylone. Sénachérib connaît particulièrement bien Babylone puisqu'il est rentré en révolte avec cette dernière plusieurs fois au cours de l'histoire de la ville, même s'il y a eu une guerre entre Babylone et Sénachérib et qu'il y a même placé son propre fils en tant que gouverneur, nous avons des communications assez importantes entre le roi et la ville. Et les différentes connaissances, qu'elles soient techniques ou architecturales, ont là aussi pu se transmettre grâce à cette communication, car même en temps de guerre, nous avons tout de même une communication entre les différents protagonistes. Mais là où nous avons un problème particulièrement difficile à résoudre, notamment pour tous les archéologues et historiens,
c'est celle des dates. Sennachérib a vécu vers les -700 avant Jésus-Christ, donc il est beaucoup plus ancien que Nabuchodonosor II, qui lui a vécu à -600 avant Jésus-Christ et n'a donc pu créer les premiers jardins de Babylone, puisque ceux de Ninive sont beaucoup plus anciens que ceux de Babylone. Et il y a en fin de compte une remise en question totale de la création de ces jardins au niveau de Babylone par Nabuchodonosor, puisque Sennachérib est largement plus ancien que Nabuchodonosor. Nous avons une contestation totale au niveau des jardins de Babylone. Il est très probable que ces jardins ont pu exister, mais sont beaucoup plus antérieurs à Nabuchodonosor, qui les a très certainement remis au goût du jour, mais qui n'en est évidemment pas, d'après les premières preuves que nous avons au niveau architectural, le premier créateur. Et voici donc une théorie qui n'implique que mon avis, mais nous voyons bien un système absolument merveilleux qui représente une certaine image du paradis, une certaine image du bien-être, une certaine image du pouvoir au sein même de Ninive en -700 avant Jésus-Christ. Et ces jardins suspendus sont évidemment connus de l'ensemble du peuple de Mésopotamie, mais aussi des différents gouverneurs et dirigeants des villes alentours. Il est évidemment probable que les techniques et cette notion même de jardin suspendu ont pu se répandre sur l'ensemble de la Mésopotamie, et les grandes villes qui avaient le pouvoir et la richesse de pouvoir établir des jardins suspendus ne se sont évidemment pas privés. Je pense très sincèrement que les jardins de Babylone sont directement hérités des idées, des techniques, de l'architecture et évidemment du pouvoir même du roi à travers ces jardins. Les techniques, l'architecture, le pouvoir du roi imprégné directement dans la ville de Babylone s'expriment à travers ces différents jardins. Et je suis certain que ce n'était pas uniquement Babylone ou Ninive qui ont pu développer ce système de jardins suspendus. Une question tout aussi importante est de savoir quels étaient à peu près les végétaux qu'on utilisait pour l'époque. Et là, en fin de compte, on va voir quelques éléments nous permettant de comprendre qu'il y a deux types de végétaux qui vont aider la civilisation de la Mésopotamie à ainsi perdurer, mais aussi être employés dans les jardins suspendus. Beaucoup de théories nous disent que les jardins suspendus étaient aussi employés en tant que vergers et potagers. Nous avons vu que le système d'agriculture permettait notamment la culture de l'orge, qui est une céréale qui va demander beaucoup moins d'alimentation en eau. Il ne faut pas non plus oublier l'utilisation du palmier dattier, autant pour ses fruits que pour ses feuilles et que pour son tronc. Et nous avons aussi beaucoup d'autres plantes beaucoup plus légumineuses que l'on trouvait dans les jardins cultivés de Babylone, comme par exemple les haricots, les pois chiches, les poireaux, les oignons et l'ail. Et il me semble important de vous signaler qu'à mon avis, ce jardin devait là aussi employer des végétaux uniquement utilisés pour leur côté ornemental. Le tamaris, qui fournit notamment une floraison assez impressionnante de couleur rose et qui vient absolument égayer l'ensemble des jardins suspendus. On peut penser par exemple que le laurier rose a tout à fait pu faire son entrée dans Babylone et était employé notamment dans les différents jardins. Nous avions aussi tout un cortège de plantes aromatiques utilisées tant pour leur côté esthétique que médicinal, et évidemment des fleurs qui là aussi avaient autant un attrait ornemental qu'une utilisation pour le bien-être humain. Que devons-nous retenir de ces fameux jardins suspendus de Babylone? La question n'est même plus de savoir s'ils ont existé ou pas. Rechercher différentes traces s'avère être un travail excessivement fastidieux, autant pour les historiens que pour les archéologues. Et la preuve de l'existence de ces jardins risque d'être particulièrement difficile à prouver. Il est important maintenant de pouvoir relativiser sur ces jardins et se dire profondément quel est l'héritage que nous devons garder de ces différents jardins. Et on peut tout à fait les retrouver à travers différentes œuvres dans le temps, comme par exemple la tour Gimigi à Lucques en Toscane, qui en fin de compte a à son sommet différents arbres qui vont énormément amuser les touristes et qui rappellent par ce petit côté ombragé et agréable les jardins de Babylone. Et cette imagerie populaire au niveau des différents jardins de Babylone se retrouve dans la plupart des manifestations que l'on connaît,
voulant tout à fait rendre hommage à ces différents ouvrages. Les jardins suspendus sont d'une actualité tout à fait contemporaine, puisqu'en effet, il suffit de voir notamment la promenade plantée qui a été créée par Jacques Vergely et Philippe Mathieu et inaugurée en 1993, nous montre notamment au niveau de la rue Daumesnil à Paris des arches et les jardins directement plantés au-dessus, évoquant, d'après moi, les jardins de Babylone. Et quand on voit ces différentes arches au niveau de la rue Daumesnil à Paris qui viennent suspendre ce jardin, on ne peut avoir qu'un regard nostalgique sur ce qu'avaient pu être les jardins de Babylone et les problématiques qu'ont pu rencontrer les techniciens tant sur la promenade plantée que sur les jardins de Babylone sont les mêmes. Et il reste évidemment l'étanchéité et l'alimentation en eau de ces différents jardins, avec évidemment des techniques différentes, mais l'esprit reste le même. Et il ne faut pas s'étonner que ces différents jardins, qu'ils soient sur dalles ou suspendus, aient un réel succès au niveau du milieu urbain. Ils viennent en effet, à travers leur réalisation et leur création, livrer une part de mystère et de paradis au sein même des villes. Et c'est encore les jeux vidéo qui vont nous aider à comprendre comment les jardins suspendus de Babylone sont en fin de compte perçus dans l'imagerie populaire. Si l'on prend un jeu comme Minecraft, qui vient directement aider à la réalisation de grandes œuvres, on se rend compte que les jardins suspendus de Babylone sont souvent un thème repris et qui vont permettre aux différents protagonistes de laisser libre cours à leur imagination, avec des réalisations particulièrement époustouflantes, comme par exemple ici sur le site multijoueur de escalicube.net, où l'on a d'une part la structure générale que pouvaient représenter les différents jardins, l'utilisation de l'eau et là encore différents arbres et arbustes nous permettant de comprendre l'utilisation que pouvait avoir la civilisation babylonienne au niveau de ces différents végétaux. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en savoir un peu plus sur les jardins de Babylone, je vous invite à voir les liens qu'il y a directement dans la description, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire et là encore à directement me suivre sur les réseaux sociaux via Facebook et Twitter. Plein de bisous les amis, à bientôt!